Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Nous sommes à moins de 15 jours de l'élection présidentielle américaine, une élection dont personne ne peut prédire l'issue en raison des sondages plus serrés que jamais et surtout de la présence d'un candidat, le républicain Donald Trump, dont on connaît le rapport flou aux règles démocratiques. Souvenez-vous du 6 janvier 2021, de ses projets de vengeance en cas de retour à la Maison-Blanche et de ce plan de gouvernement que lui a préparé la très à droite Heritage Foundation, projet dont il a publiquement pris ses distances après le tollé suscité. Dans cette dernière ligne droite, les révélations continuent. Dernières en date, celle du New York Times et du magazine américain The Atlantic, qui rapporte les propos de John Kelly. L'ancien général retraité des Marines, puis chef de cabinet de la Maison-Blanche sous l'ère Trump, a estimé que l'ancien président, je cite, préfère très certainement l'approche dictatoriale dans la manière de gouverner, qu'il répondait aussi à la définition du fascisme. Fasciste, un adjectif repris dans la foulée par Kamala Harris, qui a durci le ton face à son adversaire. Mais comment leur en vouloir quand on met bout à bout actes et déclarations d'un Trump qui envisage de mobiliser l'armée contre ceux qu'il estime être des ennemis de l'intérieur, ce sont ses mots, comprenez des opposants. Est-ce que cela suffira à faire gagner Kamala Harris? Américaines et Américains vont-ils se mobiliser pour, à leur manière, constituer ce qu'on appelle ici un front républicain? Rien n'est moins sûr et le monde va retenir sa respiration la nuit du 5 novembre et suivre de très près la situation dans les États flottants, ces fameux swing states qui font l'élection. Alors Jean-Marie, Alain, cette élection de 2024 semble avoir un parfum de 2016. On se dit qu'il n'y a aucune raison rationnelle d'envoyer Donald Trump à la Maison-Blanche et pourtant il risque d'y finir une nouvelle fois. Oui, parce qu'il avait gardé entre-temps la maîtrise du Parti républicain, et j'allais dire la question principale est d'ailleurs celle-là, comment le Parti républicain s'est-il laissé entraîner dans cette voie où on a le sentiment que l'Amérique est livrée à un gourou, que ses supporters constituent une secte et que les autres sont des ennemis. Donc on s'éloigne vraiment des horizons démocratiques et on sait que Donald Trump, lorsqu'il a préparé son retour, le préparait avec un état d'esprit de vengeance et un état d'esprit qui n'a rien à voir avec l'alternance démocratique telle que les États-Unis en donnaient l'exemple jusqu'à présent. Donc c'est angoissant en effet. Ce qui est angoissant aussi, c'est de voir ce pays coupé complètement en deux, puisque pour le moment, sur les intentions de vote, ils font jeu égal. Donc c'est 50-50, donc c'est vraiment deux Amériques qui se regardent en chien de faïence et qui, pour certains, sont prêts à s'affronter. Donc la grande question est d'ailleurs de savoir si Trump venait à perdre, quelle initiative prendrait-il pour contester un scrutin qui lui serait défavorable avec le précédent qu'il y avait il y a 4 ans, du mois de janvier, de l'assaut sur le Capitole. Quelle serait l'étape franchie cette fois? Donc il y a une multitude de questions de cette nature. Et puis l'autre grande question pour nous, en tout cas européens, mais qui devrait être principale aussi pour les États-Unis, pour les Américains, c'est quels sont les liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce qu'on sait très bien que d'ailleurs Vladimir Poutine, qui ne cesse d'encourager son ami Trump dans cette compétition. Et donc là, on serait vraiment dans un renversement assez tragique pour les Européens et pour une partie du reste du monde. Donc voilà, toutes ces questions sont posées par ce scrutin qui est à mains égards historique. Vladimir Poutine d'ailleurs a salué les propos sincères, ce sont ces mots de Donald Trump sur la manière dont il veut mettre fin au conflit en Ukraine, donc effectivement la proximité. Et là, Alain, est-ce que les fantasmes fascisants de Donald Trump peuvent vraiment être mis en place dans l'Amérique actuelle? Est-ce que les institutions et la Constitution lui permettraient d'avoir la pratique du pouvoir qui est décrite par John Kelly? Je crois qu'on peut répondre à cette question sans s'aventurer trop, sans tomber dans la prophétie. Mais après, je voudrais revenir sur l'expression que vous avez employée rationnellement, sur le vote des Américains. Sur cette question-là, qui semble très peu peser sur l'électorat républicain, qui semble laisser l'électorat républicain parfaitement indifférent. Et je pense que la multiplication de ces avertissements des plus hauts personnages de l'État que vous avez évoqués, tous républicains ou de sensibilité républicaine, qui ont tous travaillé au plus haut niveau de l'administration Trump, tous ces avertissements glissent totalement sur l'électorat et ne font que, conforter la gauche dans le sentiment qu'elle incarne, en la matière à juste titre, d'ailleurs, le camp du bien, et conforter l'autre camp dans le fait que, quand on n'a pas d'argument contre eux, on les traite de fascistes. Donc, oui, il peut. Et il l'a prouvé.
Il l'a prouvé, si vous voulez, en peuplant toutes les cours d'appel fédérales de juges ultra-conservateurs, pris dans un club de pensée ultra-conservateur, la Federalist Society, qui prône une interprétation littéraliste et totalement farfelue par moments de la Constitution. Il l'a prouvé en nommant 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême. Autrement dit, si vous voulez, chaque fois qu'il peut peupler les institutions de gens qui pensent comme lui ou comme les républicains, et non pas d'abord à l'intérêt général, il le fera. Ensuite, il peut étendre le champ des directives présidentielles. La Constitution lui laisse une marge pour étendre le champ des directives présidentielles. Enfin, n'oubliez pas, et c'est là aussi que tout va se jouer, si par malheur il est réélu, il a le pouvoir de nomination sur 20 à 50 000 hauts fonctionnaires. On appelle ça, vous savez, le système des dépouilles. Du temps des autres présidents jusqu'à aujourd'hui, on changeait 20 000 hauts fonctionnaires. En fonction de leur sensibilité politique, ils quittaient leur job et un autre venait. En général, il allait s'installer dans un think tank, le temps d'une administration, et on échange les jobs entre les think tanks et les plus hauts postes du gouvernement. Eh bien, lui, il a dit non, moi je vais pousser le système des dépouilles jusqu'à 50 000 personnes. Et notamment dans l'armée. Je veux mes généraux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il parle. Il a menacé l'état-major d'une purge générale, comme on le ferait à Ankara avec Erdogan ou avec d'autres, si vous voulez. À tel point que l'ancien chef d'état-major, Mark Milley, un républicain lui aussi, comme son général des militaires, Mark Milley a dit « Je m'attends à ce qu'il mobilise contre moi une cour militaire et qu'il m'implique pour haute trahison. » Et je reçois tellement de lettres de menaces que j'ai dû faire blinder la porte de ma maison et mettre des vitres par balles aux fenêtres de ma maison. Donc oui, bien sûr. Pourquoi ces menaces ? Pourquoi cette menace cette situation-là ? Parce que Mark Milley est l'un de ceux qui était le chef d'état-major du temps de Trump, et l'un de ceux qui a traité Trump de fasciste. Et il dit même fasciste jusqu'à la moelle. Il est naturellement un fasciste. Il comprend pas tous les mécanismes de la démocratie. Il a jamais lu la Constitution et ça lui est parfaitement indifférent. Alors justement, ça, je voudrais juste vous interrompre un instant parce que vous expliquez que Trump a mis des gens dans les cours fédérales, dans la Cour suprême, qu'il a verrouillé finalement le système étatique. Mais pourtant, on a l'impression que c'est quelqu'un de complètement à côté de tout ça, qui est farfelu, il y a bien forcément quelqu'un qui l'aide à calculer tout ça. Il n'est pas tout seul à avoir ce projet de renversement finalement des institutions. Il a été dans l'administration organisé sur cette question-là. Ou tout au moins, il a compris qu'il avait été pas assez organisé sur cette question-là pour ne pas recommencer la même erreur. Et il s'estime victime d'un état profond, ce qui n'est pas entièrement faux, puisque la plupart de ses collaborateurs ont été obligés, la plupart du temps, d'enrayer ses initiatives. Donc c'est pas totalement faux. Et il a dit, on me fera pas ça 2 fois. Je préfère maintenant la militance à la compétence, les fidèles aux experts. Et il va le faire. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'essayera pas de faire ce qu'il veut. Et en plus, comme vous l'évoquiez, il s'appuie sur, il a beau dire qu'il a pris ses distances, mais il s'appuie sur le projet Trump 2025 ou Gouvernance 2025 de la fondation Heritage, qui elle-même a été travaillée à la source, aux sources de la démocratie illibérale, et qui a organisé la tenue, coup sur coup, 2 fois de suite, de la Grande Assemblée des conservateurs américains à Budapest, avec en introduction et en conclusion un discours de Viktor Orban. Non, il essaiera, et le jeu de la Constitution, le jeu des institutions, et surtout son immense pouvoir de nomination, fait que, oui, je réponds oui à votre question. Il essaiera. Deuxième partie de la réponse sur l'aspect rationnel du vote des Américains. Voilà, on considère que c'est un vote irrationnel. Mais moi, je crois que il faut prendre le problème par l'autre bout. Il faut penser que les électeurs sont intelligents. Et pourquoi un électeur sur 2, au fond, s'apprête à voter Donald Trump? Ça fait à peu près le quart des Américains, puisque la moitié des Américains votent pas. Le corps électoral, grosso modo, c'est 150 millions d'électeurs, pour une population de 340 millions d'habitants, donc il devrait y avoir quand même au moins 200 millions, mais non. Moi, je cherche des arguments ailleurs, si vous voulez. Je ne dis pas qu'on est dans la totale rationalité. Mais vous êtes petit entrepreneur. Vous êtes salarié du secteur public ou du secteur privé. Vous êtes même grand entrepreneur, commerçant, tout ce que vous voulez. Quel est le souvenir du mandat Biden que vous avez? Toutes les hausses de salaire bouffées par l'inflation. Les prix du logement explosés.
crise du logement nationale. Et pas parce qu'on ne construit pas assez. Pas seulement parce qu'on ne construit pas assez, à cause de la politique qu'il a fallu mener pour lutter contre l'inflation. Larry Summers, grand économiste démocrate, qui prévient dès le début Biden, si tu fais ça, si tu fais un plan de relance à contre-cycle, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin, plus ajouté aux effets de la reprise post-Covid, tu vas provoquer une inflation phénoménale. Il a provoqué une inflation phénoménale. Certes, ils l'ont réduite aujourd'hui, c'est vrai. Elle est réduite à 2,6%, bon, comme en Europe, il l'a réduite. Mais les gens n'ont pas un bon souvenir du mandat Biden. Plus une vague migratoire sans précédent. Pendant 3 ans, une situation proprement incontrôlable à la frontière avec le Mexique et qui est partout, qui bourgeonne dans toutes les grandes villes des États-Unis, des tentes, des petites tentes igloos, des immigrés qui ont franchi la frontière illégalement, à peu près 2 500 000 par an, voire un peu plus, s'ajoutant aux 11 millions d'illégaux qui travaillent déjà aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, il compare avec le mandat Trump. Et les 2 premières années ou les 3 premières années du mandat Trump, avant le Covid, qu'est-ce qui se passe ? Trump va surfer intelligemment, sans rien faire, sur le redressement phénoménal de l'économie réalisé pendant les 8 ans de Barack Obama. Si vous voulez, nous voyons Barack Obama à travers sa politique étrangère et une part de lâcheté dans sa politique étrangère, mais sa politique intérieure a été remarquable. Et puis lui, il a été élu tranquillement, pas à 50-50, si vous voulez, 2 fois de suite, sans qu'il y ait des raisons rationnelles, sans qu'il y ait des motivations rationnelles. Donc je pense qu'on sous-estime le mauvais souvenir économique et social qu'ont une bonne partie des Américains du mandat de Joe Biden. Du coup, Jean-Marie, de voir Kamala Harris comme ça, ainsi que ses soutiens, on a vu Barack Obama prendre la parole cette semaine, de les voir attaquer comme ça Donald Trump sur l'aspect démocratique, sur l'aspect fascisme, ça ne sert à rien finalement et c'est peut-être même contre-productif. Alors ça peut être contre-productif pour Kamala Harris parce elle s'est mêlée à ce qui était, j'allais dire, le monopole de Trump, c'est-à-dire l'injure en permanence. Elle se met à partager un petit peu ça et se mettre à son niveau, donc alors qu'elle aurait dû laisser les qualificatifs de fascistes à ceux qui les ont prononcés, qui peuvent témoigner de ce caractère fasciste de Donald Trump, c'est-à-dire les anciens collaborateurs, les anciens chefs des armées, etc., qui sont tous, en effet, comme l'a rappelé Alain, d'anciens républicains ou de toujours républicains. Pour Kamala Harris, c'est très compliqué parce que la chose la plus significative pour moi, ça a été le fait que la centrale syndicale, la FL-CIO, ne se prononce pas. Alors que c'est quand même un bastion, un point fort de l'ancrage des démocrates, c'est le soutien de la FL-CIO, et donc qui est le syndicat, qui sont restés malgré tout les syndicats des plus puissants, alors que chez Trump, il y a quand même une généralisation des actions antisyndicales, partout où les républicains gagnent, où les républicains trumpistes gagnent. Donc c'était presque existentiel pour cela. Et malgré cela, la centrale syndicale ne prend pas position. Ce qui veut dire que les syndicats ont cessé de se reconnaître dans la candidate démocrate. Pourquoi ? Est-ce que c'est le fait que la classe ouvrière s'est ralliée à Donald Trump ? C'est bien possible que ce soit une explication et donc que du coup ce que vient de décrire Alain comme paysage économique soit beaucoup plus perçu par cette classe ouvrière que par d'autres catégories. Donc c'est un des handicaps de Kamala Harris. En même temps, le bilan de Trump pour les États-Unis eux-mêmes est quelque chose de phénoménal. Ça restera quand même assez historique. De Biden, ouais. Ça restera assez historique. La reconstruction des infrastructures, les investissements pour l'avenir, les sommes extravagantes dépensées pour la recherche aussi, tout cela réarme les États-Unis pour le futur. Donc, mais c'est pour le futur, c'est pas oui, quelque c'est chose pour qui le agit futur, immédiatement. Absolument. Et c'est vrai que l'inflation a été vaincue, mais le souvenir de l'inflation est toujours là, ainsi de suite. Donc pour elle, c'est particulièrement difficile, en plus d'être, quand on cherche une identification d'un personnage, on voit bien que Trump fait tout pour s'identifier à des classes laborieuses, alors que lui est parfaitement milliardaire et qu'il n'a jamais, contrairement à ce qu'il a mis en scène, il n'a jamais travaillé nulle part autre que dans un bureau
dorée avec en partie de l'argent russe. Donc, je veux dire, et elle, il y a manifestement un phénomène d'identification qui peut ne pas fonctionner, ou alors le fait qu'elle vienne de Californie aussi par rapport à d'autres États qui sont des États ouvriers, ainsi de suite. Il peut y avoir ce genre aussi de handicap pour elle. Mais voilà, peut-être que ça se jouera sur ce défaut de personnalisation, peut-être qu'elle n'a pas su promouvoir. Ça, c'est très très difficile de le dire. En tout cas, ce qui frappe aujourd'hui, c'est le branle-bas général de combat, notamment chez les démocrates, qui pensent que voilà, l'heure est grave et qu'il faut vraiment un sursaut. Est-ce qu'ils seront en mesure de susciter ce sursaut? Rien n'est moins sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de Donald Trump qui avait transformé le Parti républicain en quasi-secte, qui est complètement soumise à son bon vouloir. Pourtant, Kamala Harris a annoncé jeudi avoir reçu le soutien de 2 anciens élus républicains de Swing State, alors l'ex-représentant républicain du Michigan, ainsi que le maire d'une ville du Wisconsin. Puis on a vu aussi Liz Cheney, Liz Cheney qui était déjà anti-Trump depuis longtemps, oui, carrément quitter le Parti républicain, se faire exclure pour rejoindre et soutenir officiellement Kamala Harris. Est-ce que ce sont des micro-événements ou est-ce que c'est peut-être les signes annonciateurs de quelque chose de plus en tout cas, ce ne sont pas des événements qui ont infléchi en quoi que ce soit le cours de la campagne. Puisque le cours de la campagne, au début, lorsqu'elle est introduite dans le jeu, Kamala Harris provoque un sursaut des électeurs démocrates. Ensuite, elle n'arrive pas à entraîner d'autres catégories d'électeurs, même s'il y a des ralliements républicains et même si elle s'est beaucoup occupée de ces ralliements républicains. Et je veux dire, les électeurs indépendants sont restés apparemment de marbre. Et donc, elle est toujours là dans ce cas de figure et avec, un affaiblissement d'une des bases traditionnelles du Parti démocrate, qui sont les Afro-Américains d'une part et les Latinos d'autre part. Et là où Trump a marqué des points, parce qu'une partie de ces catégories a décidé, même si c'est marginal par rapport à l'essentiel de ces catégories, mais néanmoins, il y a une perte en ligne de ce côté-là. Donc ça fait beaucoup de handicap pour elle, malgré tout. Alain, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide panorama de la situation dans les 7 États, les swing states, ceux qui feront l'élection ? Oui, alors j'ai regardé ce matin donc un site de synthèse des sondages nationaux et État par État, et notamment dans les 6 ou 7, on peut en trouver 8 aussi, États où les indépendants sont suffisamment nombreux pour que l'État tantôt vote démocrate, tantôt vote républicain, donc ce qu'on appelle les États pivots. Eh bien, écoutez, ça se joue à 1%. Je dirais que dans 4 de ces États, ce matin, Kamala Harris était en tête avec 1%, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la marge de sondage, Jean-Marie. Oui, ça veut pas dire on est à grand-chose. l'intérieur de la marge d'erreur et donc ça ne signifie rien. Voilà. On ne peut pas dire que ces 1% sont significatifs. C'était le cas dans l'Ohio. En Pennsylvanie, qui va compter beaucoup, parce que c'est un État de 15 à 18 millions d'habitants, qui a 19 grands électeurs. Vous savez, il en faut 270 en tout, sur tout le territoire. Donc ça va compter. C'est à égalité, exact. Dans le Michigan, c'est à 1% en faveur de Harris, donc 1% de plus que Trump. En Caroline du Nord, même chose, mais cette fois-ci, c'est 1% pour Trump. En Géorgie, 1% de plus pour Trump. Et enfin, si on prend Arizona et Nevada, c'est 1% pour Trump. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est vraiment du 50-50 pour des raisons qui échappent encore aux politologues, mais enfin, il y en a une qui est très à la mode en ce moment et que reprennent beaucoup d'éditorialistes. Les situations d'égalité, il y en a eu beaucoup dans les élections américaines. Vous avez peu d'exceptions de candidats qui passent très largement. Il y a eu Barack Obama 2 fois de suite, et Bill Clinton aussi. Mais justement, Bill Clinton est un bon exemple, parce que ce que disent il y a les nouvelles thèses chez les politologues, que reprennent les journalistes, c'est de dire au fond, les partis avant fonctionnaient vraiment comme des machines à conquérir le pouvoir. L'essentiel, c'était de conquérir le pouvoir. Et donc, pour conquérir le pouvoir, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de faire de la triangulation, c'est-à-dire de séduire une partie de l'électorat de l'autre partie. Donc, vous voulez faire une grande politique d'investissement public, très bien, mais vous pouvez pas le faire en augmentant brutalement les impôts parce que vous n'aurez pas assez de voix pour gagner. Et donc, il dit, mais c'est fini ça. La pratique religieuse diminue. Le fait de fréquenter les églises diminue considérablement aux États-Unis. On va vers ce qui se passe en Europe. Mais il faut aller remplacer ça par une communauté. Et cette communauté, c'est les partis.
on se définit comme républicain et on se définit comme démocrate. Et pour vous conserver dans les rangs, la machine du parti va développer toute une rhétorique et un argumentaire programmatique, mais pas seulement programmatique, philosophico-politique, qui consiste à bien vous ancrer et à cultiver ce sentiment que vous êtes dans le camp du bien. C'est valable pour les deux partis. Mais à faire ceci, vous devenez incapable de séduire la partie des électeurs d'en face dont vous avez besoin pour gagner l'élection. D'où ce 50-50 qui inquiète beaucoup de gens. L'élection a très souvent été très serrée, mais jamais comme celle que vous avez décrite au début, ou celle qu'on passait en revue avec les États pivots. Parce que les gens qui sont en face sont considérés comme des ennemis. Et il n'empêche aussi que, pour relayer ce que dit Alain, il y a quand même un fort soutien pour Donald Trump du côté des évangéliques. Et les évangéliques, c'est exactement ça. C'est quand même des gens qui sont mus par une foi qui n'a rien à voir avec ce que peut être la réalité économique. Dans la réalité économique, il faut rappeler quand même que la plupart des milliardaires américains se prononcent pour Donald Trump. À la tête de ces milliardaires, il y a Elon Musk, qui franchit, lui, toutes les barrières et toutes les limites en offrant $1 million, évidemment, à chaque partisan de Donald Trump qui sera déjà inscrit. Enfin bref, ça paraît comme ça, comme une plaisanterie, mais en fait, c'est une réalité qui est absolument hallucinante. Et pourquoi les milliardaires sont-ils à ce point ralliés à Donald Trump? Parce qu'il promet une nouvelle vague de fortes réductions d'impôts. Les réductions d'impôts, ça va nécessairement atteindre les services publics américains. Donc, et la dette. Et la dette qui est déjà colossale. La dette américaine est absolument colossale déjà. Et donc, tous les gens, au prétexte qu'ils sont le peuple ou plus populaire ou plus modeste, etc., et qui se rallient à Trump à cause de ces images et de ces schémas, seront les premiers à souffrir de cela. Mais il n'empêche, Donald Trump continue d'avancer. C'est ça qui est absolument tragique. Et pour nous, l'aspect le plus tragique encore de tout, c'est que Donald Trump, une fois à la Maison-Blanche, engagera une guerre commerciale contre l'Union européenne et contre les Européens, avec évidemment le soutien de son ami Poutine. Et ça, c'est un tremblement de terre à venir dont je n'ose pas décrire les conséquences tant elles seront gravissimes pour nous. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Cette semaine, évidemment, vous vous intéressez à cet électorat républicain qui reste acquis à Trump quoi qu'il fasse. C'est à lire dans Le Monde. Jean-Marie, je rappelle votre émission politique sur France 24 le jeudi aussi. On se retrouve mardi dans les interviews du Monde devant soi avec Ramayad qui viendra nous donner son point de vue sur les États-Unis. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.